Bonjour, bienvenue sur la chaîne traitant des équations de la mécanique quantique. L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer les concepts de base de la théorie des espaces en physique quantique. Pour cela, nous allons aborder un ensemble de définitions de plus en plus complexes, répondant à différentes questions que l'on peut se poser avant d'aborder la physique quantique plus en détail. Pour conclure, nous verrons un exemple pratique dans la représentation d'un espace spécifique aux valeurs du spin d'une particule. Il n'est a priori pas nécessaire d'avoir des prérequis en physique quantique avant de visionner cette présentation. Elle est néanmoins dédiée à un public scientifique post-bac. Je ne saurais que trop conseiller cette vidéo à toute personne désireuse de se lancer dans l'étude des équations quantiques. Avant tout, définissons le concept de valeur. Qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur est un élément d'un groupe distinct d'un autre élément de ce même groupe. Il nous faut donc un outil permettant de comparer deux valeurs, afin de vérifier qu'elles sont bien distinctes. Un groupe est donc un ensemble muni d'un outil unique permettant de comparer l'ensemble des valeurs entre elles. U est égal à U' et U différent de V, par exemple. Prenons l'exemple du groupe des couleurs. Si U est rouge et U' est rouge, alors U est égal à U'. Si V est bleu, alors U est différent de V. Bon, c'est jusque-là très simple. Maintenant, qu'est-ce qu'un espace? Un espace, noté grand E, est un groupe constitué d'un ensemble de valeurs précédemment définies, d'un système complexe, psi, et qui forme ce que l'on appelle un état complet. Par exemple, l'espace des positions, mais aussi, comme dans l'exemple précédent, l'espace des couleurs. Dans un espace, une valeur est élémentaire si elle ne peut être déduite à partir des autres valeurs via une relation quelconque. Nous venons de définir le concept de valeur élémentaire qui est très important pour la suite. Un espace est dit vectoriel, constitué de valeurs appelées vecteurs, si aux valeurs élémentaires, nous pouvons leur adjoindre deux opérateurs que nous allons détailler par la suite, l'opérateur de combinaison et le produit scalaire. L'opérateur de combinaison ou superposition, noté plus, permettant de générer des valeurs non élémentaires. Si U et V sont deux valeurs élémentaires, alors U plus V donne également une valeur W du même espace, qui cette fois-ci n'est pas élémentaire. Par exemple, dans l'espace des couleurs, ajouter du jaune et du bleu donne du vert. Contrairement au jaune et au bleu, le vert n'est pas une valeur élémentaire. La combinaison U plus U donne par exemple la valeur notée 2U. Nous avons introduit le nombre scalaire 2. De la même manière, le scalaire n est obtenu par la combinaison U plus U n fois de suite. Mais une combinaison d'un vecteur avec lui-même n'utilise pas forcément le scalaire 2. Par exemple, dans l'espace des couleurs, ajouter du vert avec du vert donne encore du vert. Le scalaire utilisé est alors 1 et pas 2. Pour distinguer n en tant que scalaire et u en tant que valeur, il nous faut utiliser un formalisme différent. Par exemple, les valeurs seront notées en majuscules, grand U, grand V, etc. et les scalaires en minuscules, petit n, petit m, etc.
On dit que deux valeurs font partie de la même dimension si elles sont issues d'une même valeur élémentaire. Le nombre de valeurs élémentaires définit le nombre de dimensions de l'espace. L'espace constitué des valeurs élémentaires est appelé base. Noté sous-espace, grand O entre crochets. Car cette base permet de générer l'ensemble des valeurs de l'espace. Un vecteur peut faire partie de plusieurs dimensions s'il est une combinaison de plusieurs valeurs élémentaires. Par exemple, petit n grand U plus petit m grand V. Avec U et V, deux valeurs élémentaires distinctes. Un produit scalaire noté par exemple U pipe V, le pipe étant la barre verticale, avec U et V, deux valeurs de l'espace. Ce produit scalaire permet de comparer deux valeurs projetées sur la même dimension en fournissant un résultat qui est un nombre scalaire. U pipe V égale petit n. Cette projection est une réduction à une dimension d'un vecteur à n dimensions. Ce produit scalaire n'est pas forcément commutatif, c'est-à-dire U pipe V égale n, et on peut très bien avoir V pipe U égale m. On compare deux valeurs, U et W, en les projetant sur la même dimension. Par exemple celle de U. Cela donne U pipe U et W pipe U. Un vecteur comparé à lui-même, c'est-à-dire U pipe U, donne le poids du vecteur U. Ce poids est appelé la norme au carré, comme nous venons de le voir. C'est en quelque sorte la mesure de la longueur de U. La norme au carré d'un vecteur est définie par la somme au carré de toutes ses projections. On va retrouver ainsi le théorème de Pythagore. La norme au carré est par conséquent indépendante d'une dimension. C'est une valeur absolue. Cette grandeur scalaire permet des comparaisons. En effet, norme de U, par exemple, est supérieure à norme de V, avec des scalaires particuliers qui sont 0 et 1, norme nulle et norme unité, qui permettent de déterminer tous les autres scalaires. Si U pipe V est égal à 0, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer U et V, car ils ne font pas partie de la même dimension. Qu'est-ce qu'une direction ? Il existe des directions ou sens à un espace si cet espace possède des symétries, c'est-à-dire que l'ensemble des vecteurs d'un sous-espace petit f de grand E peut être déduit d'un sous-espace petit g de grand E par un opérateur unique S ayant les propriétés suivantes. Premièrement, conservation du produit scalaire. La norme de U est égale à la norme de S de U. Deuxièmement, opérateur de symétrie, S est bijectif, c'est-à-dire à une valeur élémentaire de F, S associe une et une seule valeur élémentaire de G. Et inversement, à une valeur élémentaire de G, S-1, l'opérateur inverse de S, associe à une valeur de G une et une seule valeur élémentaire de F. Définissons maintenant ce qu'est une mesure. Un état, c'est par exemple l'ensemble des valeurs de position du système psi, ou encore l'ensemble des valeurs de l'énergie du système. En physique quantique, tout état
possède nécessairement des valeurs discrètes. On dit que l'état est quantifié. Une fonction permet de réduire le système psi à l'espace de l'état. Cette fonction est appelée observable et elle permet une mesure de l'état, c'est-à-dire de déterminer une valeur particulière de cet espace d'état. Appelons grand M un observable du système psi. On le note avec un chapeau afin de distinguer qu'il s'agit d'un opérateur de mesure, soit grand V de I, une valeur mesurée à l'instant T de I. Appelons grand P de I la probabilité de mesurer une valeur V de I. Alors, l'état complet du système est la somme de toutes les valeurs V de I multipliées par la probabilité P de I, avec V de I des valeurs discrètes du système. Maintenant, comment détermine-t-on le nombre de dimensions d'un espace? On détermine en fait le nombre de translations possibles, c'est-à-dire les degrés de liberté, c'est-à-dire la mesure génère des vecteurs colinéaires, c'est-à-dire un déplacement dans le même sens, car deux vecteurs colinéaires sont orientés dans le même sens. Mesure grand M x donne le résultat vecteur v de x. Alors tous les résultats possibles, alpha i v de x, avec alpha i l'ensemble des valeurs scalaires, forment une direction x de cet espace. L'ensemble des vecteurs v de x, pour x égale 1, 2 jusqu'à n, constitue une base de l'espace de dimension n, car ces vecteurs permettent de générer l'ensemble des valeurs de l'espace. Donc tout vecteur grand U dans cet espace peut s'écrire à partir d'une combinaison des vecteurs Vx de la base. Et comment définir le produit scalaire? Est-il propre à chaque espace? Il existe des espaces réels où les scalaires sont réels, mais il existe également des espaces complexes, avec des scalaires complexes, de la forme alpha égale à petit u plus i petit v, avec u et v des réels. Supposons grand U, un vecteur colinéaire à la direction v de x, il s'écrit grand U égale alpha x v de x. Sa norme au carré, un grand U scalaire grand U, s'écrit alpha x au carré. Si maintenant l'espace est complexe, la norme au carré est égale à petit u x au carré plus petit v x au carré. Il s'agit du théorème de Pythagore. C'est équivalent à l'identité remarquable ux moins ivx fois ux plus ivx avec ux moins ivx, le conjugué de alpha x, noté alpha x étoile. La norme au carré du vecteur grand U peut donc s'écrire grand U étoile scalaire grand U. Cette notation est valable aussi bien pour un espace réel, où U étoile est égal à U, que pour un espace complexe. Nous pouvons généraliser et écrire la définition invariante du produit scalaire de U et V par grand V étoile scalaire grand U. Si nous décomposons U et V dans la base des vecteurs V de x, le produit scalaire de U et V s'écrit comme la somme de bêta n étoile fois alpha n, avec bêta les coordonnées de V et alpha les coordonnées de U.
Et ça donne quoi en notation matricielle? Les matrices permettent de simplifier les calculs dans un espace à n dimensions. Un vecteur grand U va s'écrire par une matrice colonne. Afin d'obtenir un scalaire, un produit scalaire de grand U par grand V, le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne, ce qui va donner un nombre scalaire. Une matrice conjuguée est une matrice dont les coefficients sont conjugués. Une matrice ligne est la transposée d'une matrice colonne, c'est-à-dire sa symétrie par rapport à sa diagonale. Une matrice conjuguée et transposée s'appelle une matrice adjointe. Le produit scalaire de deux matrices s'écrit matrice adjointe de grand U fois matrice de grand V. Comment la mesure peut s'écrire dans la base? Pour écrire une mesure dans une base, nous décomposons chaque vecteur, grand P de I, grand V de I, dans la base des vecteurs V de X, avec, nous l'avons vu précédemment, grand P de I, la probabilité d'obtenir le vecteur grand V de I. Regardons maintenant l'exemple concret de la base du spin. Pour des particules comme l'électron, le proton, le neutron, l'expérience de Stern-Gerlach, on pourra se référer à la présentation sur les spins, a montré qu'il existait un moment cinétique intrinsèque, en quelque sorte un moment magnétique, orienté soit vers le haut, soit vers le bas. Qui dit moment dit particule en rotation. Donc ce spin correspond en quelque sorte à une rotation autour d'un axe vertical, appelé Z par exemple, avec une rotation dans deux sens possibles. D'une manière générale, le spin d'une particule est quantifié et ne peut prendre au maximum que deux valeurs possibles et opposées, petit s et moins petit s. Orienté vers le haut ou vers le bas. Pour l'électron, le spin vaut moins 1,5 ou plus 1,5. L'espace du spin contient deux éléments, moins petit s et plus petit s. Pour le photon, le spin vaut uniquement moins 1. Le moment intrinsèque peut être modélisé par un vecteur parallèle à l'axe Z et appelons θ l'angle de rotation de ce vecteur par rapport à l'axe Y. Alors pour un électron, θ prend les valeurs 0 pour plus S et 180 pour moins S. Les coordonnées du vecteur grand S, le vecteur de spin de Z, sont moins petit s de Z et plus petit s de Z. Nous pouvons généraliser l'écriture du spin grand S de l'électron en fonction de θ et du vecteur grand S de Z de la façon suivante. Cosinus θ sur 2 S moins sinus θ sur 2 S. Pour θ est égal à 0, on retrouve bien la valeur petit s, et pour θ égale à 180, la valeur moins s. Si nous appelons grand R de y de θ l'opérateur de rotation d'angle θ autour de l'axe y, alors cet opérateur grand R appliqué
à grand S de Z de coordonnées petit s de Z et moins petit s de Z vaut cosinus θ sur 2 petit s de Z plus sinus θ sur 2 petit s de Z. De même, grand R appliqué à moins grand S de Z vaut sinus moins sinus θ sur 2 petit s de Z plus cosinus θ sur 2 moins petit s de Z. Représentation matricielle, grand R de Y est une matrice de 2 dont les coefficients sont cosinus θ sur 2 et sinus θ sur 2. Grand S de θ plus 4π est égal à grand S de θ. Le spin est invariant suite à une double rotation de 4π. Dans l'espace ordinaire, grand R 3, l'espace ordinaire à 3 dimensions, le spin possède 3 degrés de liberté selon les axes x, y et z. Mais en réalité, l'expérience de Stern-Gerlach nous montre que le spin n'a que 2 degrés de liberté entre le haut et le bas. Nous pouvons par conséquent adapter le référentiel des valeurs du spin à partir de 2 valeurs, haut plus grand S de Z et bas moins grand S de Z, qui sont les 2 axes du nouveau référentiel. Afin que les axes plus grand S de Z et moins grand S de Z soient orthogonaux, nous posons θ', la mesure d'un angle dans ce nouveau référentiel, avec θ' est égal à θ sur 2. Dans le référentiel grand R3, plus grand S de Z et moins grand S de Z ont un angle de π, qui devient un angle de π sur 2 dans le nouveau référentiel. Donc dans ce nouveau référentiel, les 2 axes sont orthogonaux. Voilà, ainsi s'achève cette présentation des concepts de la théorie des espaces en mécanique quantique.